Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des récits sincères et inspirants. Aujourd'hui, je suis avec Justine pour parler d'amour et de maternité. Bonjour Justine. Bonjour. Je sais un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui parce que c'est toi qui es venue à moi. Pour une fois, ça change. J'adore. On va te laisser la parole d'abord pour commencer. On va te laisser te présenter, s'il te plaît. Du coup, je m'appelle Justine, j'ai 32 ans. Je suis mariée à Léo et on a un petit garçon, Gabriel. Qu'est-ce que je peux dire? Je vis dans le Nord. J'ai travaillé 9 ans en tant qu'infirmière en psychiatrie. Et aujourd'hui, je suis à mon compte pour accompagner les femmes par des massages, des moments de bien-être. Ça, c'est chouette quand même. Tu as dit que tu étais mariée, du coup, à Léo. Depuis quand? Ça fait longtemps que vous êtes rencontrés tous les deux. On est ensemble depuis 2016. Ah oui. On s'est mariés en 2019, mais on se connaissait un peu avant. On a d'abord été plutôt meilleurs amis que en couple. D'accord. Je l'ai rencontré en fait de par une ancienne relation. C'était un des amis de mon ex en fait, Ah d'un de mes ouais. ex. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un coup de foudre. C'est juste que on était chacun en couple. Voilà, c'était pas le moment. Le bon moment. Ouais, voilà. Donc du coup, on s'est rapprochés plutôt de manière amicale, à se raconter beaucoup de choses, à beaucoup se parler. Mais voilà, on était chacun dans nos histoires et on s'est chacun séparés plus ou moins au même moment. Et étonnamment, on s'est pas mis ensemble. C'est vrai. Non. Pas de suite. Bah non, je pense qu'on était peut-être les seuls à pas voir qu'il y avait quelque chose et je pense qu'on voulait pas s'avouer peut-être. Parce que les autres le voyaient, Oui, ça. clairement. C'est vrai. Je pense qu'on était à chaque fois qu'on nous faisait la remarque d'ailleurs, on disait mais non, il y a rien du tout. On est super potes, c'est tout. C'est ça, mais bon si, mais c'est juste que voilà, je pense qu'on voulait pas se l'avouer et donc on s'est chacun mis avec quelqu'un pendant 1 an. Ah ouais. Ouais. Moi je me sépare. Et là, je me dis, je sais pas, révélation. Je me dis, il faut absolument que j'aille lui dire que, en fait, bah, je l'aime, quoi. C'est vrai. Ah oui, carrément. Ouais. Tu sais pas d'où vient le déclic? Non. Bah, en fait, non, parce qu'en plus, on s'est pas vu pendant 1 an. Ah ouais. On n'avait plus de nouvelles quasiment. Moi, je le recontacte, mais pour une raison, enfin, pour visiter des maisons, rien à voir, quoi. Et en fait, je me dis, mais il faut que je lui dise ce que je pense. Parce que là, aujourd'hui, il avait pas, enfin, ça faisait qu'1 an qu'il était avec sa copine, donc c'était pas encore, on va dire, engagé vraiment. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est pas quand ils seront mariés ou qu'ils auront un enfant que je vais venir lui Affronter tes avouer ça. sentiments. Hein. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et soit il me dit, moi aussi, et voilà. Soit il me dit, bah non, et bon, bah c'est tout. J'aurais au moins dit ce que moi je pensais. Et du coup, un jour, on visitait une maison et en sortant, on a été manger et là, je lui ai tout, tout balancé. Et là, il m'a regardé, il m'a fait mais en fait, je ressens ça depuis le début. Mais j'osais pas te le dire parce qu'il y avait très peur que moi, pas du tout. Parce que pour le coup, je laissais rien paraître. Et du coup, il avait très peur que du coup, ça brise notre amitié. Du coup, il osait pas ne me dire. Enfin, en tout cas, en fait, on s'aimait tous les deux, mais personne n'osait le dire, quoi, parce qu'on avait peur que ça brise cette amitié et ce lien qu'on avait. C'est fou. Pendant tant d'années, du coup, vous avez renfloué vos sentiments l'un vers l'autre. De 2012 à 2016. Ah, c'est énorme. Ouais. Franchement, Ouais. heureusement que tu as fait ce premier pas. Bah ouais. Je sais pas pourquoi. Oui. Franchement, je saurais même plus dire ce que je lui ai dit parce que c'est tellement venu Ouais, comme ça. J'ai pas du tout réfléchi. Et, je suis pas quelqu'un du coup à la base à faire ce genre de premier pas et du coup là, ça me ressemblait pas, mais je pense que ça avait besoin de sortir. Ben, écoute, t'as bien fait. Bah oui, parce que oui, du coup, il a mis fin à sa relation et. Ah ben oui, parce que lui, il était encore en Oui, couple. oui, moi j'étais séparée, mais pas lui, donc ça a été un petit peu compliqué forcément. Hein, mais et en fait, du coup, une fois qu'il a pris sa décision, il est parti et moi aussi. Et puis en fait, on a emménagé ensemble le même jour parce que du coup, on n'avait pas de logement l'un et l'autre parce qu'on vivait chacun avec nos conjoints de l'époque, on va dire. Et du coup, on a tout de suite pris un logement à 2 et on s'est mis ensemble le même jour. Enfin bref, on a tout fait très vite. Formidable. Ouais. Oui, mais quand tu sais que... Bon, déjà, tu le connaissais. Oui, voilà, c'est ça. un ami. Mais pour ma famille ou mes amis,
Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est folle. Elle quitte quelqu'un et puis quelques semaines après, elle nous annonce qu'elle emménage avec un autre et qu'ils sont en couple, c'est n'importe quoi. Mais alors du coup, d'ailleurs, tes proches le connaissaient? Non. Comme il faisait partie de tes amis? Non, même pas. Non, parce que c'était un ami, on va dire, que je voyais quand j'étais avec mon ex en soirée ou autre. Donc ma famille le connaissait pas. Alors mon père quand même avait un peu grillé le truc parce que il venait visiter les maisons avec moi, mais pas pour y habiter. Hein. Moi j'étais vraiment pour acheter seule, mais parce que il s'y connaissait en investissement immobilier et du coup je voulais son œil. Son avis. Bon, mon père m'a pas du tout cru. Ça cache quelque chose. C'est ça, finalement, il n'avait pas tort non plus. Mais... Très bien. Donc, vous avez trouvé votre petit nid d'amour. Ouais. Du coup, on a emménagé dans la maison qu'on avait visitée ensemble. Ça, c'est incroyable aussi. Du coup, donc voilà. Et alors, le début d'une histoire d'amour, comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à rester amis? Oui. Vous avez gardé ce truc-là qui vous liait déjà? Ouais. On a vraiment un début d'histoire très fusionnel. Très vite, on était dans l'engagement. Très vite, on voulait... on a tout de suite très vite parlé d'enfants, de notre futur, de notre... on se voyait... Enfin, pour nous, c'était évident, quoi. Et d'ailleurs, il m'a demandé en mariage très vite. C'est vrai? Ça faisait pas 1 an qu'on était ensemble. Ah oui. Ouais. Parce que pour lui, c'était sûr. Et voilà, quoi. Il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de doute. Non. Et on s'est mariés que 2 ans après. Bon. Comme ça nous laissait 3 ans. On s'est dit, c'est raisonnable. Mais du coup, on s'est mariés en 2019. D'accord. Il a fait ça bien? Ça demande comment il s'y est pris? Il a fait ça. On était en voyage à Rome pour mes 25 ans. Et il m'emmène dans un parc avec un genre de petit étang avec des barques. Et là, on prend une barque et il me demande en mariage dans la barque. Super romantique. Ouais, il m'emmène au resto le soir. Enfin bref, la totale, quoi. Le rêve. C'est ça. Et alors, du coup, vous vous mariez 2 ans après. Ouais. D'autres projets viennent sur la table ou pas encore? Avant même le mariage, on parlait d'enfants. Je pense qu'on s'est dit, bon, allez, on va attendre le mariage, c'est quand même plus raisonnable. Au moins, on fait plus ou moins les choses dans l'ordre. Ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu le mariage, on aurait démarré avant. D'accord. Mais là, on s'est dit, bon, on attend le mariage, comme ça, après... Oui. Et du coup, dès l'instant où le mariage fait, on a voulu essayer d'avoir un enfant. On est parti en voyage de noces. Et puis, on a laissé la nature faire, je dirais. Oui. Tu avais une contraception? Ça faisait... en fait, non, j'avais arrêté ma pilule... quand on s'était mis ensemble. D'accord. Et on utilisait le préservatif. Oui, vous faisiez attention. Voilà, mais du coup, ça n'a pas été compliqué d'arrêter, puisque voilà, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Et du coup, on a laissé ça faire pendant 1 an, et au bout d'1 an, il ne se passait rien. Ah ouais. 1 an, pendant toute cette année-là, tu te poses des questions? Ouais, parce que, je sais pas, hein, c'est... Moi, au fond de moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Depuis toujours ou depuis ce moment-là, ou à partir du moment où tu as essayé? Je dirais quand même, déjà, je le sentais avant, mais sans avoir aucune certitude. Mais je sais pas, je me suis toujours dit, on sait pas si ça fonctionnera tout de suite. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se posent même pas la question. Ouais. Moi, je me suis très vite dit, ça peut ne pas être simple, mais même si rien ne laissait paraître ça... Oui. C'était une petite idée que tu avais en tête. Voilà, c'est ça. Et comme un petit pressentiment. D'accord. Et voilà, au bout d'1 an, on contacte un service de PMA sur l'île et commence le périple de la PMA. Et avant d'aller contacter cet organisme, tu passes pas par un gynécologue pour essayer de voir si tu avais des cycles quand même réguliers, tout ça? J'avais des cycles réguliers, D'accord. j'avais mes règles, enfin, j'avais pas de douleur, j'avais donc rien pas de raison particulière de chercher un petit peu plus loin. Non. Ok. Donc tu vas de suite... Directement, oui, mon médecin me dit, faut prendre rendez-vous en D'accord. PMA, et là, c'est eux qui vous... Parce que ça faisait 1 an... Oui, c'est ça, il m'avait dit, il faut attendre quand même 1 an. D'accord. Donc on avait attendu, on avait été les bons élèves, on avait attendu 1 an. C'est ça. Et vous étiez... lui, il était d'accord avec ça? Vous en aviez parlé avant? Oui. Il n'était pas pressé, je pense que c'est plus moi, on va pas se mentir, qui pressait un peu le truc d'aller vers la PMA. Lui,
il était moins pressé de ça, mais il m'a suivi sans problème, ouais. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Là, on rentre dans un monde quand même assez particulier. Oui, oui, dans un milieu médical que je connais de par mon métier d'infirmière, mais moi, je travaille en psy, donc ça n'a quand même rien à voir. Enfin, quoique, le côté psy en PMA... il joue quand même beaucoup. Mais on arrive en PMA, et je dis souvent, il y a un porte-manteau à l'entrée de la PMA où on laisse sa pudeur là. Et on la récupère pas, d'ailleurs, parce qu'après, on est enceinte, normalement, si tout va bien. Donc là non plus, on la récupère pas, parce que voilà. Mais tout s'enchaîne assez vite. Alors en plus, nous, on est en plein Covid. Ah. Parce qu'on s'est mariés en 2019. Ah oui. Et on arrive en PMA en juillet 2020. Donc en plein Covid. Pandémie. Ouais. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi on a été en PMA dans le privé, parce que j'avais peur que dans le public, tout s'arrête, ce qui a été le cas. Ah donc, alors que dans le privé, moins. D'accord. Donc oui, pleine pandémie, donc toujours toute seule. Je ne peux pas aller au rendez-vous accompagné. Jamais il est là avec toi? Le premier rendez-vous. Et à partir de là, il peut plus venir. Il peut plus venir à n'importe quel rendez-vous. Bon, après, on se rend compte que de toute façon, il va pas venir à chaque fois, sinon on n'a pas fini. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, quand même. Et en fait, elle nous laisse un premier cycle. Elle nous fait faire des examens. Elle nous laisse un premier cycle, voir un peu. Elle fait des échos pour checker un petit peu, voir comment ça se passe. Et là, elle nous dit... elle nous fait comprendre, on est le cas facile de la PMA. Du coup, ça te rassure? Oui, elle nous dit en gros que pour elle, c'est ça va être les doigts dans le nez, quoi. Il n'y a pas de problématique, aucun examen ne pose problème. Elle regarde mon cycle, elle dit oui, il y a peut-être besoin d'un petit boost d'ovulation, mais pas non plus, rien d'affolant. Donc elle me met sous injection. Mais en cycle quand même naturel, donc pas d'insémination, pas de FIV, juste des injections pour dire d'aider un petit peu, surveiller, c'est tout. On fait ça, je ne saurais plus dire, mais peut-être 2-3 fois, il se passe rien. Donc elle nous dit on démarre les inséminations. Donc on démarre les inséminations. En France, on a le droit d'en faire 6. Normalement, on aurait dû s'arrêter à 5. Je crois. Mais en fait, la 6e, on l'a faite parce que à la base, on devait partir en FIV, mais j'avais pas assez de follicules. Donc du coup, elle m'a dit, quitte à avoir pris tous ces traitements, on fait la 6e insémination, mais voilà. Et à chaque fois, des échecs. Et ils savent pas te dire pourquoi? Non. Personne ne sait me dire pourquoi. Alors j'entends bien sûr toutes les phrases que les femmes en PMA ou même avant entendent. J'y pense trop, c'est dans ma tête, je suis trop focalisée là-dessus. Enfin bref, tout ce genre de phrases horribles. Parce qu'à part culpabiliser la personne, ça sert à rien. Bien sûr. Donc quand bien même ça serait ça, même si une fois qu'on est en PMA, normalement, il y a quand même autre chose que ça. Quand bien même ça serait ça n'a pas d'intérêt de le dire. Donc, et puis en plus, moi, je suis plutôt fonceuse et donc j'enchaîne. Ah oui, tu fais pas de pause? Du tout, parce que c'est dur, parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de copines qui sont enceintes, qui annoncent des grossesses. Je suis à un âge où ça tourne autour. Donc c'est compliqué pour moi, ces annonces de grossesse. Voilà, c'est compliqué. Donc moi, j'ai envie que on arrive à quelque chose, que ça aboutisse. Et je suis assez... on va dire que tant que je suis dedans, ça va. Et en fait, j'ai peur que si je m'arrête, je m'effondre. Ouais. Là, tu tiens le coup parce qu'en plus de ça, au tout début, on t'a dit que c'est bon, ça va être facile. C'est ça. T'arrives 6 du mois coup, plus tard Oui, c'est ça, à peu près. Oui, voilà. Parce qu'il y a quand même quelques mois de creux, parce que par exemple, c'est Noël, donc les labos sont fermés, donc à Noël, on le fait pas. Puis il y a un autre mois où j'ai beau faire des injections, mon corps ne répond pas, donc du coup, à ce mois-là, on fait rien. Enfin, il y a toujours des petits couacs de temps en temps. Puis on se rend pas compte, mais un cycle, c'est long. Oui. On pense que non, du coup, c'est tous les mois, mais non, finalement, limite un peu plus, parce qu'on est, à moins d'avoir des cycles assez courts, mais quand même, on déborde un peu. Donc je suis à quasi 1 an
de PMA déjà, sans aucun résultat positif et sans réponse. Parce que la gynéco me dit, on a fait tous les examens, il n'y a plus rien à faire. Cette même gynéco qui, au début, t'avait elle consulté. me dit, de toute façon, il n'y a pas d'autres examens qui existent. Donc, moi, je ne comprends pas. Je fais des recherches partout. Je lis sur Internet. Là, j'écume le truc. Hein. C'est normal, on a envie de comprendre. C'est ça. Moi, j'ai besoin de comprendre, en fait. Comment ça se passe c'est ça. Pour vous deux, en fait. Dans quelle optique vous êtes? Parce que là, il faut être solide quand même dans le couple aussi. C'est dur. Ça peut être dur. Oui, c'est dur. On est soudés. On n'a pas du tout la même manière de vivre les choses. Moi, j'ai besoin d'en parler à mon entourage, à mes copines. J'ai besoin comme si de légitimer ma douleur. Et j'ai besoin d'en parler. Lui, pas. Du coup, au début, il ne comprend pas pourquoi moi j'en parle. Donc après, il comprend et c'est tout. Il me laisse dire en me disant bon, par contre, j'ai pas envie que ça prenne non plus toute la place dans nos soirées, quoi, quand on est avec des copains. Donc, ce que je comprends aussi. Moi, j'ai besoin que ça... Enfin, je sais pas comment dire, mais oui, j'ai comme besoin que ça se sache parce que j'ai pas l'impression de vivre les choses seule, du coup. Et oui. En fait, malgré tout, même si on est quand même très seul, mais... Mais au moins de le dire, peut-être que les gens aussi peuvent mieux comprendre ton comportement, tes émotions, parce que c'est ça. C'est les montagnes russes, quoi. C'est ça, et puis même au travail. Je fais un travail qui est quand même psychologiquement pas forcément simple, où on doit écouter des histoires pas toujours simples, les gens raconter, on va dire, leurs difficultés, mais quand nous-mêmes on n'est pas bien, c'est difficile d'être disponible pour d'autres. Et du coup, au travail, ils le savent. Et voilà, j'ai besoin de... Puis de toute façon, ils me voient faire les injections parce que c'est à heure très précise et que moi, quand je finis à 21h, voilà. Donc, ils le savent. Hein, Oui, pour aménager au mieux ton planning aussi par rapport à tout ça, à tous ces rendez-vous médicaux quand même qui prennent énormément de place. Oui, il faut aller faire des échographies tous les 2-3 jours, rendez-vous à 7h, sauf qu'on sait quand on rentre, on sait jamais quand on sort. Oui. Parce que, en fait, c'est la file indienne, quoi, dans le truc. Hein. Chacun son tour, on arrive dans le bureau, c'est baisse ta culotte et on y va, quoi. C'est plus les prises de sang, plus tous les rendez-vous, aller chercher les traitements. Et puis, ils sont en rupture de stock sur celui-là, donc il faut courir à je sais pas quelle pharmacie. Enfin, voilà, c'est tout un truc qui prend beaucoup de temps et de charge mentale. Et donc, beaucoup de place dans ta vie. Oui. Je dors PMA, je vis PMA. Je pense qu'à ça. Oui. Puis vu que j'enchaîne... En plus. Après, c'est mon choix, hein, mais et je pense que j'aurais pas pu faire autrement que d'enchaîner de toute façon. Mais du coup, oui, ça fait partie entièrement de ma vie. Et en fait, je commence à m'intéresser à autre chose que le milieu médical pour la PMA, parce que je me rends compte que psychologiquement, ça va pas fort, mais que par contre, on n'a aucune aide psychologique quand on est en PMA. C'est pas proposé. À aucun moment. En tout cas, à aucun moment. On m'a dit, voilà, il y a des groupes de parole, vous pouvez aller voir tel psychologue à l'hôpital, ou je sais pas. Oui, quelque chose une mise en place. Rien du tout. C'est du médical, du factuel, mais pas du tout de... On n'écoute pas nos ressentis, tout ça. Et là, moi qui travaille en psy, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut que je travaille sur ce côté-là de mon côté, etc. Et je découvre en fait la réflexologie plantaire. D'accord. Donc là, je commence à me faire suivre en tant que cliente, du coup, avec des séances. En fait, c'est au niveau des pieds. Okay. On vient toucher des points, faire des manœuvres, on va dire, sur certains points qui correspondent à des organes dans le corps, pour venir détendre, stimuler, un petit peu... uniquement dans le pied. Voilà, c'est ça. En tout cas, la réflexologie plantaire, mais il y en a aussi palmaire, auriculaire, après, il y en a d'autres qui existent. Et je me dis, mais ça, c'est... ça combine tout ce que le côté médical, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses... on a besoin de beaucoup de connaissances médicales pour pouvoir comprendre comment fonctionne le corps et là où il y a des dysfonctionnements. Et le côté bien-être, quand même, prise en charge globale,
pas que le médical ou pas que le côté psy, mais du coup, là, les deux. Et je décide de me former là-dedans. Ah ouais, carrément. Donc, je pars en formation pendant 1 an et demi en parallèle de mon travail. C'est en plus. Tu te rajoutes Ouais. ça en plus dans ton quotidien. En fait, je pense que j'ai comblé aussi ce vide que j'avais par toutes ces formations. C'était mon besoin de combler, quoi. Je pense que clairement, vraiment, c'était... Si je faisais rien, je m'effondrais. Donc, du coup, ça a été un besoin pour moi. Et puis, c'était aussi une manière de me mettre dans un autre projet. De me dire, voilà, si vraiment on termine en me disant qu'on n'aura jamais d'enfant, j'aurai quand même quelque chose... un autre projet, un autre bébé, je dirais. T'animer, différent, mais... quelque chose que tu aurais créé toi. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à me former à d'autres massages, au massage femme enceinte, au massage ribozo, au drainage, à tout un tas de choses. Et tout ça pendant mon parcours PM, en fait. T'as trouvé le temps et l'énergie, surtout, en fait. Moi, c'est ça qui me... Ouais. L'énergie de faire tout ça. Et je travaillais à 100%. En plus. Ouais. Mais j'avais besoin de ça, je pense. Et à ce moment-là, est-ce qu'on pense, du coup, à se dire, peut-être que jamais j'aurai d'enfant et peut-être que je devrais laisser tomber. Qu'est-ce que... T'en penses quoi, en fait, là? C'est quoi ta vision? J'y pense. Moi, ça me fait très peur. Et mon entourage me l'a pas dit sur le moment, mais me l'a dit un peu après. Mes amis nous ont dit... on avait très peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on s'est dit elle va pas tenir. Si vraiment, à la fin, il n'y a pas d'enfant, ça va être très, très compliqué. Et je le savais, et je l'avais dit à mon mari, j'avais dit, sache que si vraiment on arrive au bout du parcours et qu'il n'y a pas d'enfant, je vais tomber. Je vais tomber bas et il va falloir que tu m'aides à me relever. Il va falloir que tu sois là. C'est ça. Et je savais que lui, il avait pas envie de ça, bien sûr, comme personne n'a envie de ça. Mais par contre, il m'a fait comprendre que ça serait compliqué pour lui de me relever. Parce que lui, par contre, c'est un fonceur. Et du coup, il a du mal à rester sur des choses négatives. Et c'était sur ça qu'on avait peut-être un décalage et qu'on ne se comprenait pas. Lui, il ne comprenait pas que je sois un peu comme triste, à apitoyer un peu sur moi à certains moments. Lui, la finalité, il se disait, mais moi, tant que t'es toi en bonne santé et qu'on est nous en couple, si on n'a pas d'enfant, c'est pas grave. Ouais, lui, il voyait ça. C'est ça. On restera nous deux et puis on avance, quoi. C'est un plus, l'enfant. Toi, c'était quand même moi, viscéral. Et ça, moi, quand il me disait ça, je comprenais pas. Je disais, mais tu peux pas me dire ça. Moi, alors oui, bien sûr, je suis heureuse d'être en couple avec toi, mais je suis désolée, ça peut pas me suffire. Donc ça, c'était un peu compliqué c'était cette incompréhension-là, mais c'est normal. Dans un couple, on ne gère pas les choses de la même manière. Et je pense que lui, c'était sa manière de vivre aussi ces choses-là et ces moments parfois tristes. C'est que du coup, il passe à autre chose et il s'attardait pas dessus, ce qui était moins mon cas. Ouais. Il acceptait peut-être plus facilement aussi cette fatalité qui se présentait... parce que aussi c'est un homme et que on n'a pas, c'est toi qui étais piqué, c'est toi qui avais les hormones. Il y avait aussi, tout le côté hormonal qui jouait beaucoup. De toute façon, il me le disait. Il me disait, les mois où tu es sous injection et les mois où tu n'as pas d'injection, tu n'es pas la même personne. Moi, j'étais pas agressive, tout ça. Moi, j'étais déprimée. Moi, quand j'avais des injections, j'étais déprimée. Et donc, tu vois, tu donc ça n'aidait pas. Déjà que le contexte faisait qu'on n'était pas, pas hyper, voilà. Mais les injections me déprimaient. Donc du coup, c'était encore plus compliqué. Donc c'était, c'est dans le couple, c'est pas simple. Et je peux comprendre qu'il y ait des couples qui ont du mal à passer la PMA indemne. C'est pas forcément simple de se comprendre à ces moments-là. On parle souvent dans un couple de l'arrivée d'un bébé, de ce que ça peut provoquer et chambouler, parce que ça existe. Mais on parle pas assez justement dans le cas inverse. Quand on n'y arrive pas, ça peut être tout aussi difficile. Et ne serait-ce même encore plus que de ne pas arriver en fait, à avoir ses envies. Et quand c'est viscéral comme ça, de vouloir devenir mère et qu'on en a besoin, c'est super dur dans un couple. Et puis de ne pas comprendre. Ne pas comprendre ce qui se passe, puisque sur le papier, tout va bien, tout est censé aller bien en tout cas. Et voilà. Et là, quand tu arrives à un stade où on ne peut même plus te proposer de solution, il se passe quoi après ?
Bah là, du coup, on avait fini les 6 inséminations, donc on devait passer en FIV. D'accord. Donc là, c'est pas le même jeu, parce que les injections sont beaucoup plus dosées. Là, il y a un passage au bloc, sous anesthésie générale. Alors, on peut le faire en local, mais moi, je le faisais en général. Enfin, voilà, il y avait quand même... c'était pas la même chose, quand même. Malgré tout, je supportais pas trop mal le traitement. D'accord. Je passais au bloc. Bon, j'étais très stressée. On était encore une fois en Covid, donc il fallait pas être positive le matin même de l'intervention, parce que sinon ils nous prenaient pas au bloc. Et on ça s'était repoussait. tapé 15 jours d'injection énormes, et on nous disait non, quoi. Donc il y avait ce stress là de pas choper le Covid pour pouvoir aller au bloc faire notre ponction. Donc il y avait aussi cette pression là en plus, et après salle de réveil. Alors forcément c'est douloureux. Moi j'avais beaucoup de follicules. Ah ouais. Ouais, moi je frôlais toujours l'hyperstimulation. Ce qui peut paraître incroyable quand même. Ouais, bah, c'est peut-être là qu'on a... ça a confirmé qu'il n'y avait pas forcément de problématique chez moi, quoi. Moi, le traitement me donnait énormément de follicules. C'est d'ailleurs pour ça que je passais en anesthésie générale. La gynéco me l'avait conseillé. Parce qu'elle m'avait dit que vu que vous en avez beaucoup, ça va prendre un peu de temps. D'accord. C'est pas hyper agréable. Du coup, il vaut mieux que vous soyez endormi, au moins vous avez pas mal. Le gynéco ne doit pas se presser. Ouais. Donc... et après, nous, on est passé en FIVIXI. Et ça, tu peux expliquer Ça, en gros, on prend mes follicules, on prend les spermatozoïdes, et la FIV normale, on les met dans une éprouvette, on va dire, et on les laisse se rencontrer par eux-mêmes. Ah, oui. La FIVIXI, on vient choisir le spermatozoïde, on vient le mettre dans l'ovocyte. D'accord. Donc, on est passé directement en FIVIXI. La première, donc j'avais, je crois, 25 follicules, hein, c'est beaucoup. Ah ouais. Je me retrouve avec un embryon. Un seul? Ouais. Donc là, déception énorme. Ah ouais, tu m'étonnes. Et double pression. Parce que ça veut dire que si ça marche pas, faut tout recommencer. C'est ça. Et donc, et là, c'est là l'incompréhension à nouveau. Je comprends pas. On n'a pas de problème, et on n'a pas d'embryon d'avance. Je comprends pas. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Aucune explication à ça. Non. Donc, un embryon qu'on m'implante, mais que ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai attendu 2-3 mois. Ah, c'est long, hein. Encore attendre et rester dans ce truc-là de... C'est pas un échec, mais c'est de quand l'attente. même... En fait, t'as toujours de l'attente. Voilà, d'attente avant de réessayer. T'attends le cycle, t'attends le test, t'attends tout le temps. Tout le temps. Mais donc ouais, j'ai attendu, je dirais 2-3 mois. J'avoue que j'ai plus exactement les dates en tête, mais c'est à peu près ça. Je refais une FIV, je refais une ponction, sachant qu'en France, on en a le droit à 4. Ah. Sauf que moi, en me disant, si j'ai un embryon à chaque fois, ça va vite aller. On va très vite arriver à la fin, quoi. Donc moi, j'étais déjà en réflexion et en recherche de partir à l'étranger, de faire des dons. J'étais déjà dans ce truc-là en me disant, j'arrête pas à ça, quoi. Je m'arrête pas à ça, on continue le truc. Parce qu'il existe autre chose ailleurs. C'est ça. Alors par contre, c'est pas la même chose, parce que du coup, c'est payant. Parce qu'en France, on a quand même la chance que ce soit pris en charge. Si on part à l'étranger, non. C'est quand même des gros budgets. C'est tout à ta charge. Hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour l'instant, on se pose pas plus la question que ça. On se dit, bon, on verra, on fait la deuxième. La deuxième se termine avec 2 embryons, ce qui est toujours pas excellent en résultat du tout. 2 à chaque fois de bonne qualité, etc. Mais bon, ça reste que 2, quoi. On m'en implante un tout de suite qui ne fonctionne pas. On fait une pause et on m'implante un deuxième embryon en mars 2022. Et là, test de grossesse positif. Test de grossesse positif, et quelques jours après, je me mets à saigner. Et je perds l'embryon, donc assez rapidement. Et là,
Là, c'est le Ouais, là, c'est le l'enfance. truc de trop, quoi. Là, Est-ce que tu avais réussi à te réjouir de voir ce test positif ou pas, quand même? bah, j'ai quasi pas eu le temps, en Eh fait. oui. J'ai le temps de réaliser, moi, et que nous, on réalise ensemble, bah, on avait la fausse couche. Alors, en même temps, je me dis, bon, c'est mieux parce qu'au moins, l'ascenseur émotionnel est moins hard, mais bon, ça reste triste quand Oui, même. bien Hein, sûr. Et là, du coup, je m'effondre. Je prends rendez-vous avec la gynéco. J'arrive dans le bureau. Alors, c'est une gynéco exceptionnelle. Hein, elle est très réputée dans le Nord, hein, mais je lui hurle dessus. C'est vrai. Je pense qu'elle prend toute ma colère. Oui. Je lui dis, mais là, c'est pas possible. En fait, ça fait 3 ans qu'on est là, qu'il se passe rien, qu'on n'avance pas, en fait. Enfin, on n'avance pas, on n'a pas plus de réponses aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Moi, je trouve ça choquant. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il faut quand même qu'on cherche. Il y a quelque chose là. Enfin, pourquoi j'ai autant de follicules et si peu d'embryons? Pourquoi ça ne s'accroche pas? Il y a quelque chose. Faut aller chercher plus loin. Je sais pas. Trouvez-moi un examen à faire, ce que vous Quelque voulez, chose, quoi. quoi. Mais elle me prend un peu de haut en me disant que non, enfin, il y a rien qui lui apportera plus de réponses, que bah, c'est tout. Faut retenter. Je lui dis, mais moi, il faut qu'on change quelque chose. Faut que quelque chose change. Je peux pas continuer comme ça, juste à refaire la même chose pour avoir le même résultat. Enfin, non. Et elle me jette un peu, limite, sur le bureau, 2 prescriptions. Mais alors, pas convaincue du tout. Hein. Elle me jette ça en me disant, limite, si ça lui fait plaisir, je vais lui donner des examens à faire. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que je l'ai pris en me disant, bon, bah, au moins, elle va être contente, elle aura des trucs, mais de toute façon, ça n'aboutira à rien. Donc, elle me prescrit une biopsie l'endomètre et un autre spermogramme pour mon mari, mais vraiment pas convaincue du tout. Hein. Des Elle choses me que vous dit, aviez déjà fait? non. Ah, elle avait jamais fait faire Non. ça à ton mari? Bah, en fait, si, il y avait toujours fait des Pour la PMA, spermogrammes oui. standards, ils étaient toujours très bons, donc en fait, elle n'a jamais été D'accord. chercher plus loin. Et moi, vu que tous mes examens étaient aussi bons, du Oui. coup, donc, du coup, on fait les examens. Biopsie l'endomètre, très, très douloureux pour le C'est coup. vrai. Ouais. T'étais Je m'y pas attendais pas du endormie? tout. Non, pas du tout. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, moi, j'y vais, mais alors, limite tranquille, parce que j'avais tellement fait de trucs que C'est ça. je me suis dit, ouais, voilà, ça va être Oui. un truc de plus. En fait, ils viennent gratter l'intérieur de l'utérus pour récupérer un petit peu d'endomètre, pour aller ensuite l'analyser. Mais mon Dieu, que ça fait très très mal. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait très mal. Ouais, ouais. Alors, il y a d'autres filles, je pense peut-être qu'ils l'ont moins. Mais moi, ce truc-là m'avait vraiment fait mal. Je m'y attendais pas. Et en fait, j'ai compris quand elle m'a installée. Elle m'a dit, je vous promets, je fais vite. Là, je la regarde, je sais pourquoi. Pourquoi elle me dit ça? Donc, bon, j'ai compris. C'était pas du tout agréable, mais bon, ça va, ça dure pas. C'est vrai que c'est rapide, hein, donc ça va. Les examens reviennent. Mon examen revient normal. Toujours rien. Mon mari fait son spermogramme. Et donc, on doit démarrer la 3e FIV début juillet. Et je me souviendrai, le 1er juillet, c'était vraiment, je crois, la veille de démarrer. Vraiment, on était... Je me demande même pas si c'était pas le jour de démarrage. Oui. Je devais faire les injections le soir. Elle m'appelle le matin. Je vois son nom. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi elle m'appelle? Et là, elle me dit, bah, écoutez, je viens de recevoir les résultats de votre mari. Et en fait, il y a un problème. J'étais là. Bon. D'abord, première réaction, c'est soulagement. Enfin, on a trouvé quelque chose. C'est ça. Et donc là, elle me dit, votre mari, il a un ADN fragmenté. Qu'est-ce que au niveau de ça ses spermatozoïdes. L'ADN, alors j'avoue que je ne suis pas spécialiste non plus là-dedans, mais l'ADN des spermatozoïdes était fragmenté. Donc elle me dit ça, je lui dis, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est quoi la solution? Maintenant, on sait ce que c'est le problème. Et là, elle me dit, sachez que ce problème cause des fausses couches, des embryons qui ne se développent pas et qui ne s'accrochent pas. Donc un peu clairement problématique. Voilà. Donc je dis, enfin, ça y est, on a enfin trouvé la cause. Déjà, on avance. Donc je lui dis, ok, très bien. Donc elle me dit, on ne peut pas faire la FIV là. Il ne faut pas faire la FIV. On va faire une pause.
ok. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler ce problème? Parce que... Et là, elle me dit, bah écoutez, c'est monsieur qui va devoir prendre un traitement. Alors, en mon fort intérieur, je me suis dit, enfin, il va savoir ce que c'est Eh oui. que d'avoir des effets secondaires horribles, que des trucs... Enfin, voilà, je me suis dit, enfin, c'est pas à moi de prendre quelque chose, quoi. C'est à lui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, je comprends. Je me Après comprends. 3 ans d'injection, C'est clair. voilà. Et je lui dis, bah ok, envoyez-moi la prescription, on va aller le chercher. Et là, elle me répond, bah écoutez, j'ai pas de prescription à vous envoyer parce que c'est un traitement que vous allez acheter en pharmacie comme ça ou sur Amazon. Arrête. Sur Amazon, elle t'a dit? Mais Bah, c'était je l'ai quoi? commandé sur Amazon. Non. Si. Et c'était en fait, c'est des vitamines. Et là, quand elle me sort ça, je me dis, mais pourquoi elle le donne pas à tout le monde Oui, dès le début? déjà. En fait, au pire, ça fera pas de mal. oui. Bon, des vitamines, c'est clair que... Bah non, c'est Aucun un risque. complément vitaminique spécialisé dans la conception, mais je veux dire, ça fera pas de mal. Et je me suis dit, mais pourquoi elle le donne pas à tout le monde? Enfin, je veux dire, ça pourra peut-être écrémer, parce qu'on ne doit pas être les seuls, je me dis. Enfin, Non, je pense pas. bah non, je pense pas non plus. Donc je me dis, ça peut que aider. Mais bon, j'ai pas compris. Donc je commande ce fameux traitement de vitamines. Avec Amazon Prime, livraison Tout le à lendemain. fait, exactement, exactement. En plus, il y avait une petite promo, lot de 3. Parce qu'elle m'a dit, il faut faire 3 mois. Ah oui, c'était un truc tous les jours, C'est, un petit médicament. Tout à fait. Enfin, un petit comprimé. Il y avait un sachet de comprimés, un truc comme ça, tous les jours. Elle m'a dit, il faut faire une cure de 3 mois pour avoir une efficacité. Et on programme la FIV au mois d'octobre, du coup. Ah oui, donc là, on était quoi? Juillet. Ah oui. Donc, juillet, août, septembre, début octobre, on fait la FIV. Et elle me dit, là, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est sûr. Oui, mais bon, elle t'avait déjà certifié. Ouais, donc je prenais un dans un petit moment. peu de recul avec ce qu'elle me disait. Mais donc je reçois la boîte le lendemain, parce qu'avec voilà, Amazon Prime. Et là, moi, je m'empresse d'aller voir la notice pour Oh voir non, les effets pourquoi? secondaires. Ah non, Il n'y a pas de notice. faut pas faire ça. Ah oui, bon, tant mieux. Il n'y a pas d'effets secondaires. Même pas une petite céphalée. Moi, Rien. j'avoue que j'étais dégoûtée. Je suis désolée, hein, mais Écoute, mais je me suis dit, purée, il n'y a même rien, quoi. ouais, juste, ça va lui faire du bien, c'est des vitamines. C'est quoi. ça. En fait, il sera en forme. Ouais, grave. C'est dégueulasse. C'est injuste. C'est ça. Donc je me dis, bon, bah c'est tout. Tant mieux si c'est que ça, je vais pas me Oui. plaindre non plus. Donc il prend son petit complexe vitaminique. Moi, du coup, je me dis, alors par contre, moi, pendant 3 mois, je fous rien. Parce que, bien sûr, j'avais tout testé, hein, les alimentations, Oui. les compléments de ça, machin. Les J'ai infusions. tout testé, les infusions, tout ce que tu veux. J'ai dit, alors moi, je fous rien. C'est bon, moi, c'est mes vacances. Ah ouais. 3 mois, je fous rien. Donc du coup, on devait redémarrer début octobre. Donc c'est tout, passe l'été. Et c'était l'année de mes 30 ans. J'avais eu mon anniversaire au mois de mai et il m'avait offert pour mon anniversaire quelques jours à New York, Oh, en septembre. super. Donc ça collait trop bien parce que du coup on s'est dit mais génial, la fille va aller au octobre, on peut aller à New York tranquille, sans prise de tête, de traitement ou de je sais pas quoi. Mm. On va à New York et en gros on revient, Ouais, on y kiffe retourne, et puis quoi. c'est reparti. C'est ça. Donc on part à New York, toujours avec ces petits comprimés là, tout ça. Et bah, c'est tout, on revient de New York, on est passé 4 jours là-bas. Début octobre arrive. Et je vais chez ma maman un week-end parce que mon mari était en enterrement de vie de garçon. Enfin, voilà. Et j'étais très fatiguée. Mais je travaillais beaucoup à cette période-là parce que je faisais mon boulot d'infirmière, mais je faisais beaucoup de soins, de massage, de drainage, de choses comme ça. Du coup, tu avais commencé ça alors Ouais, j'avais déjà mis en commencé. place. En plus de mon métier, je faisais des drainages, de la madéro, de la réflexo en plus. Donc j'avais un peu un rythme quand même assez soutenu. Donc du coup, je me dis, bon, bah, c'est tout, je suis fatiguée, c'est normal. Je fais un test Covid, parce que toujours Covid, hein, bien sûr. Négatif. Je me dis, bon, bah, non, c'est pas ça, c'est tout, je suis fatiguée. Bon, bah voilà. Je passe le week-end chez ma mère, dans le canapé, ça me ressemble pas du tout. Bon, c'est tout. Je rentre le dimanche soir, mon mari rentre aussi de son week-end. Je lui explique un peu mon état et il me dit, ça se trouve, t'es enceinte. Je l'engueule. Ah bah oui, je l'engueule. Je lui dis non, mais franchement, c'est abusé. Ça fait 3 ans. C'est pas drôle. Enfin, j'ai pas trop envie de plaisanter là-dessus. N'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? C'est impossible. C'est impossible. Sauf que, une fois qu'on nous a mis un petit peu l'idée dans la tête, évidemment, malgré tout, voilà.
Je me dis, bon, je ferai un test demain matin, mais de toute façon, j'ai eu mes règles. J'avais eu mes règles. Ah, en plus oui, j'avais eu mes règles aux alentours du 20 septembre, donc rien de normal, quoi. Donc je lui dis, et je devais démarrer, j'avais déjà tout le traitement pour octobre, elle m'avait déjà tout donné, et je devais démarrer quelques jours après ma FIV. Et là, le lendemain, je fais un test, mais alors, sans aucune conviction. Je travaillais de journée, je me souviens, j'étais censée être au travail à 9h. Je fais un test, je le pose et je continue de me préparer, je regarde même pas. Puis d'un coup, je regarde, et là, je vois positif. Je me dis, c'est un test qui traîne depuis longtemps dans mon toilette, il va plus. Il est plus... Ça n'existe pas, les faux positifs. Dans ma tête, c'était pas possible. Donc, j'en refais un deuxième. Et là, direct, positif. Là, je m'assois par terre dans mes toilettes. Je me dis, mais c'est pas possible. T'es toute seule là à ce moment-là? Ouais. Je suis toute seule, je me vois pas l'appeler. Parce que je me vois pas lui annoncer ça comme ça. J'espérais tellement cette annonce que je voulais pas du tout lui annoncer ça comme ça. Sûr. J'en refais un troisième. Non. Bah si. Enfin, j'avais besoin d'une confirmation. Tu sais, celui où il est marqué enceinte. Oui. Donc, je refais ce test-là, enceinte, 2-3 semaines. Et là, je me dis, mais je suis enceinte depuis quand? Parce que j'ai eu mes règles, que je sais pas. Enfin, là, concrètement, je sais pas. Et donc, j'appelle Aurore, que je connais depuis quelques mois, parce que je la suivais. Je lui faisais des drainages, en fait, pendant sa grossesse, toutes les semaines. Et on avait vraiment bien sympathisé, on était devenus assez proches. Puis elle a eu un parcours PMA aussi, tout ça. Donc je me suis dit, mais qui j'appelle? Et je me suis dit, j'appelle Aurore. Juste pour qu'on rappelle qui est Aurore. Du coup, c'est Aurore, devenu une amie à toi? C'est devenu une de mes amies qui a fait Pékin Express, en fait. Je sais même plus en quelle année, j'avoue. Pendant le Covid aussi. Oui, exact. Et donc 2020, certainement. Je le sais parce que je viens de l'interviewer sur ton canapé. Mon canapé, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Mais du coup, voilà, pour remettre les choses dans le contexte, c'est Aurore, du coup, qui a fait Pékin Express. Qui a fait Pékin Express. Et donc, tu appelles Aurore, qui était, faut le rappeler aussi, qui a eu une grossesse où elle a vomi toute sa grossesse. Ouais. Donc moi, je l'appelle en visio à 9h du matin. Elle me répond pas. Elle m'envoie un message, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je peux pas te répondre, je suis pas présentable. Je dis, non, mais là, je m'en fous. Je dis que tu sois au fond de ton lit ou je m'en fiche, enfin, faut que tu me répondes. Et là, elle me répond, effectivement, elle était à moitié dans son lit, enfin voilà. Et là, je lui montre les 3 tests. Les 3. Et je la regarde donc en visio. Je dis, non, mais regarde. Elle dit, là, t'es enceinte quand même. Je dis, oui, ça, j'ai compris. Elle dit, attends, on va regarder que t'aies pas pris un traitement dans le mois qui puisse te provoquer un faux positif. Ah, là, on voit le côté PMA qui ressort, parce que ça existe. Ok, tu vois. Il y a des traitements en PMA qui te créent parfois des faux positifs. C'est vrai? Oui. Bon, tu vois, tu rétablis la vérité sur les faux positifs. Donc ça arrive. Si tu fais en fait ton test trop tôt par rapport à ta prise de ce traitement-là particulièrement, parfois ça peut... Voilà. Donc elle me dit, le côté pragmatique ressort, elle me dit, attends, on vérifie, qu'est-ce que tu as pris ce mois-ci, machin, parce que j'avais déjà pris des petites choses pour anticiper de mon cycle d'octobre. Des choses qui étaient censées bloquer mon ovulation quand même. En plus. Ça n'a pas très bien marché. Comme quoi? Donc elle me dit, elle me regarde, elle regarde le nom du médicament et tout, elle me dit, non, c'est pas marqué que ça provoque ça. Donc je dis, écoute, c'est tout, je vais au labo. Donc, je vais au labo, ça j'attends une plombe, bref, je fais ma prise de sang, j'arrive au boulot, il est passé 11h, je suis carrément à la bourre. J'arrive dans le couloir, ma cadre qui me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Et là je la regarde, je dis, non mais faut trop que je te raconte. Et là je la prends dans le bureau, je dis, écoute, je suis enceinte. Elle me regarde, elle fait quoi? Alors trop contente parce qu'elle connaît mon parcours et tout ça, donc... du coup, je lui dis, mais attends, moi j'attends, j'ai besoin d'avoir la prise de sang... Moi, tant que c'est pas... Enfin, voilà, j'étais très, très prudente, quoi, parce que je sais à quel point c'est fragile. Et puis, en plus, vu que c'était à mes yeux improbable... Et puis, comme ça, quoi, sans aide. Sans rien. Et donc, je fais la prise de sang. Non, mais un truc, un calvaire. Ils perdent mon email. Donc, ils savent pas me renvoyer les résultats. Ensuite, le médecin s'en va. Donc, en fait, il a pas signé les résultats. Donc, ils peuvent pas m'envoyer. Enfin, un truc... ça a duré une plombe. À la fin, j'appelle le labo, ils étaient à 2 doigts de fermer. Je dis, non, mais là, il faut me dire, dites-moi, en fait. Et là, elle me dit, mais madame, vous êtes enceinte? Oui, ça, je sais, madame, que je suis enceinte. Je veux le taux, moi. Elle me dit, mais pourquoi?
Mais c'est très important, C'est la base quand taux. même. C'est moi le chiffre. Je dis, mais c'est ça qui m'importe, moi, parce que je sais très bien que si on a un chiffre pas, pas haut, alors c'était estimé du coup de 3 semaines par rapport à mon test de grossesse, mais bon, ça veut. Je dis, moi, je veux le chiffre. Et là, elle me répond, bon, bah, je peux pas, mais allez, je vous le dis, 6500, je sais pas quoi. Bon, aucun doute, t'étais bien enceinte. Ah ouais, non, mais là, je m'assois. Et là, ma cadre, qui était toujours à côté de moi, qui avait attendu pour partir parce qu'elle voulait savoir. Et là, je la regarde, je dis, 6500 et quelques, j'ai jamais eu un résultat pareil. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Je dis, mais mon Dieu, je suis enceinte depuis quand? Ou alors, mon Dieu, il y en a 2. Ah Moi, ça a été ma oui. première. Bah oui. Je me suis dit, soit il y en a 2, soit je suis très enceinte. Mais je savais pas. Je regarde tout de suite. Selon les chiffres, ça pouvait être 6, 7, 8 semaines. On savait pas. Bah, j'aurais calculé. J'ai dit, de toute façon, j'ai eu mes règles, donc je comprends pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je rentre le soir. Je l'annonce quand même à mon mari. Oui, comment t'as fait? Tu lui as dit comment? Bah, voilà, très bêtement, comme quoi, des fois, on s'attend à une annonce de fou. Mais en fait, on devait partir en vacances le juin l'année qui suivait, du coup. On était en début octobre. Je l'ai su le 3 octobre. Et elle me dit... et je lui dis, pardon, va falloir faire une petite accélération dans les travaux, là, parce que ça va pas du tout. Hein. Alors, il me regarde un peu paniqué. Je sais pas pourquoi je lui dis ça. Je pense que c'était nul comme annonce. Non, c'est rigolo. Et je lui dis, si, va falloir faire une accélération. Là. Et puis en plus, l'été prochain, on peut pas partir en vacances. Parce qu'on partait tout le temps au mois de juin. Il me dit, ah bon, bah c'est pas grave. Hein. Il me dit, c'est pas grave si on peut pas partir. Mais il me dit, je comprends pas pourquoi. Et là, je le regarde, je dis, bah parce que je suis enceinte. Et là, il me regarde, il fait, à combien? Il me dit, c'est quoi le taux? Ah, tu vois, il était bien calé Ouais, sur le il sujet était quand même. Hein. Il me dit, c'est quoi le taux? Je dis, bah 6500 et quelques. Il me dit, ah oui, quand même. Je dis, bah ouais. Il me dit, mais t'es enceinte depuis quand? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, on est content, mais toujours un peu prudent et tout ça. Le lendemain, j'envoie un mail à la gynéco de PMA en lui expliquant le truc et en lui donnant les taux. Tout de suite, elle me rappelle, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, on était censé faire la FIV là. Je dis, bah oui, mais bon, voilà, Bah, écoutez, on va votre pas se fille, plaindre. hein. Du coup, elle dit, je dois vous donner un résultat, une écho. Pour quitter la PMA, il faut faire une première écho où on entend le cœur. D'accord. Et une fois que ça s'est passé, là, on passe dans un service de mater standard. Et donc, elle me dit, il faut attendre 9 semaines pour entendre le cœur. Et elle m'estimait à peu près à 7. Donc, elle me dit, je vous donne un rendez-vous pour dans 15 jours pour faire une échographie. Le vendredi, je crois que c'était 14 octobre, du coup. Les 15 jours les plus longs de ma vie. C'est ce que j'allais dire. Sauf qu'entre deux, j'ai pas su attendre. Je me suis retrouvée aux urgences, en fait, parce que moi, j'en dormais plus. J'étais angoissée au possible. Je me dis, moi, j'ai besoin d'être sûre. J'avais peur d'une grossesse extra-utérine. J'avais peur de... Enfin, voilà, De tout. Vraiment... Je m'y attendais tellement pas. Je pense que du coup, ça m'a... Du coup, je me suis retrouvée aux urgences et j'ai expliqué le problème. J'ai dit, écoutez, là, moi, il faut que vous me fassiez une écho. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Enfin, bref, oui, aussi. et là, elle me fait une écho, donc qui était très tôt, du coup. Enfin, on n'a pas entendu le cœur. Et elle me dit, écoutez, oui, il y a un embryon qui est correctement placé. Il n'y en a qu'un. Et vous êtes enceinte de 7 semaines. Ah, c'était bien ça alors. Ouais. Et là, quand on calcule, je suis tombée enceinte à New York. C'est fou. Voilà. Pour la petite histoire, quand je suis rentrée de New York, tous nos amis nous ont dit, alors, vous avez ramené quoi comme souvenir et tout ça. Et moi, je leur disais toujours, non, moi, j'ai rien ramené parce que franchement, ça coûte super cher ce qu'il y a à New York. Il n'y a rien d'intéressant financièrement. À la fin, j'ai dit, franchement, j'ai ramené le cadeau le plus cher au monde qui me coûte une fortune. J'ai un enfant, voilà. C'est Donc, magnifique. du coup, je suis tombée enceinte à New York, naturellement, après tout ça. Et donc, les 15 jours après, on fait l'écho. Donc, très stressée, forcément. Et direct, on entend le petit cœur. Et tout de suite, ça se concrétise, quoi. On se dit, ça y est. Enfin, même si on sait que ça reste fragile et tout ça, mais ça y est, moi, dans ma tête, ça a concrétisé le truc de « Ok, je suis enceinte ». Tout devient réel. C'est ça, ouais. Jusqu'à cette écho-là, j'étais pas encore... Et là, ça a vraiment concrétisé les choses. Le lendemain, on avait un mariage. Non, mais ça aussi, il faut l'expliquer. C'est qu'en fait, le lendemain, on avait un mariage d'un de nos couples de meilleurs amis. On savait que le marié allait être le parrain si un jour on avait un enfant.
c'était un deal qu'on avait convenu ensemble. Enfin, voilà. Et là, je l'ai regardé, je dis non, mais moi, je vais me faire griller. C'est sûr. Enfin, on va être à la table d'honneur. Ils vont bien voir que je ne bois rien du tout. Alors, non pas que je bois énormément, mais malgré tout, enfin, voilà, on dormait sur place. Donc, il n'y avait vraiment aucune excuse pour ne pas au moins boire un verre. Pour trinquer, c'est quand même un C'est ça. événement. C'est ça. Et la photographe du mariage était ma meilleure amie qui allait potentiellement être la marraine. Oh, c'est pas vrai. Donc, je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui va me griller, c'est sûr. Bon, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, nous avons dû mettre en place un éclairage de chantier parce qu'il commençait à faire nuit. Et puis, je vous rappelle qu'on est dans le nord, donc... Non, je rigole. C'est cliché. Mais c'est Non, vrai. c'est juste qu'il est... Il est quelle heure? Ouais, 17h, voilà, le ça- soleil s'est couché. Donc, revenons-en à ce mariage. Moi, j'ai quand même une petite question, vu que c'était le lendemain de cette annonce incroyable. Est-ce que tu avais eu le temps de prévenir tes parents, vos proches? Non. Non, on n'a prévenu personne. Le soir de l'échographie, on a été manger chez ma meilleure amie, qui donc était la photographe. Ah. Et du coup, on lui a annoncé ce d'accord. soir-là. Ok. Parce que vu que je savais que j'allais me faire griller le lendemain, je me suis dit, faut qu'on leur annonce. Tant pis, c'est un peu tôt, mais après tout, c'est nos deux couples les plus proches. Donc, de toute façon, ils connaissent tout notre parcours, notre suivi. Enfin, voilà, il faut qu'on leur dise. Donc, le soir, en fait, on leur annonce, parce qu'eux se mariaient quelques mois plus tard. Et du coup, on leur a fait je lui ai fait une petite carte en disant, avec la photo de l'échographie, est-ce qu'on peut venir avec un invité supplémentaire ? Oh. Et donc, elle a pleuré. Parce que pour le coup, elle m'a dit, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à me surprendre d'une grossesse. Parce que vu que tout était programmé dans la PMA, elle me dit, là, je ne m'y attendais pas du tout. Je dis, moi non plus. Les gens autour s'attendent toujours à ce qu'on leur annonce la bonne nouvelle, puisque c'est ça. t'es en Et puis, PMA. vu qu'elle savait à quand je faisais une FIV, En plus. voilà. Donc, en fait, elle savait, avec quelques calculs, elle n'était pas bête. Elle savait si j'avais une annonce à lui faire dans ces dates-là, voilà quoi. Là, clairement, elle s'y pour le attendait coup, pas. ah non, pas du tout. Personne. Donc, et le lendemain, au mariage, du coup, on l'a annoncé aussi en début de soirée, en disant que il serait parrain dans quelques mois. Et donc, c'était beau. Alors, dangereux, je dirais oui et non, parce que c'était tôt, mais on avait envie, je pense, de le faire comme ça aussi. Et on avait besoin de ça aussi. Un peu d'espoir c'est ça. Et de joie, en fait, de partager une belle nouvelle. C'est ça. Après, comment s'est passé les premiers mois? Est-ce que tu as été en forme? Alors, j'ai eu une grossesse, c'est un peu compliqué. Enfin, c'était pas simple dans le sens où le premier trimestre, j'ai eu beaucoup de saignements. Du coup, ça a été très, très stressant pour moi parce que j'avais toujours cette peur de faire une fausse couche. Il s'avère qu'il n'y avait rien de particulier, mais voilà, j'avais un col un peu fragile, c'est tout. Et en fait, donc j'ai été arrêtée très tôt par rapport à ça. Vu que je travaillais en psy, alors c'était quand même un service calme, mais mon médecin ne voulait pas que je fasse trop de voitures. Et puis la psy reste la psy, on ne peut jamais réellement savoir comment les gens vont réagir en face de nous. Donc du coup, mon médecin n'a pas voulu prendre de risque, il m'a arrêtée assez tôt. Et de toute façon, je pense qu'à 4 mois, je commençais à contracter. Ah ouais. J'ai contracté très tôt, mais sans aucune incidence sur le col, donc il n'y avait rien de grave. Bon, au début, on se demandait un peu parce qu'on ne savait pas. Mais une fois qu'on a vu que ça n'avait pas d'incidence, c'est tout. J'ai un utérus contractile, c'est tout, c'était comme ça. Tu avais une explication, donc voilà. pas de stress lié à ça. Non. Du coup, de toute façon, j'étais à l'arrêt, donc je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Je me souviens que la sage-femme me disait, s'il y a plus de 10 contractions par jour, il faut aller à la maternité. Je dis, non, mais moi, dans mon lit, le matin, au réveil, j'en ai 10. Donc, il y a un moment donné, je ne vais pas vivre à la maternité, c'est tout. C'était des contractions de Braxton ou c'est quoi? Ouais, c'est ça. Dès le 4e mois, c'est super tôt quand même. Ouais, mais ça n'a jamais eu aucune incidence sur le col. Donc, du coup, c'est tout, c'était comme ça. J'ai jamais eu de menace d'accouchement, enfin vraiment rien. Donc voilà, à part ces deux petites choses-là, j'ai eu une grossesse assez facile malgré tout. J'ai pas été malade, j'étais pas fatiguée, mais comme une femme enceinte. Enfin, je veux dire, voilà quoi, rien de plus. Et mon terme était au 9 juin. Et moi, j'ai accouché le 13. Le 13 juin? Ouais.
Il voulait pas Il a fait sortir. un peu de C'était une rade. fille ou un garçon? C'était un garçon. Je le sentais dès le début et Ah après ouais. quand on a fait l'écho, on n'avait pas du tout de préférence pour le coup. Et donc oui, c'était un petit garçon et il n'était pas très pressé de sortir. T'as fait quoi? T'as eu un déclenchement Non, ou t'as attendu alors un non, petit j'ai peu? réussi à éviter le déclenchement. On a fait un décollement de membrane à J+2. C'est ça. En fait, mon terme était un vendredi 9. Le dimanche, j'y retourne. Ils me refont une écho et tout le bazar. Donc 3,5 kg, normal. Beau bébé. Bon. Ils me font un bon décollement de membrane en me disant là, ce soir, vous revenez. Ça, c'était dimanche matin. Bon, elle n'a pas eu tout à fait tort. À partir du dimanche 22h, j'ai commencé à contracter. Bon, là, ça ne s'est plus arrêté. Et c'était pas les mêmes contractions. Voilà, là tu as senti que C'est c'était... ça, voilà. Donc je l'ai quand même. On n'a pas tout de suite été à la maternité parce que bon, ça allait. Moi, j'ambitionnais un accouchement sans péri. C'est vrai. C'était un de mes projets. Alors, j'étais pas non plus obstinée là-dessus, mais j'avais envie d'essayer. Je m'étais dit si ça va, ça va. Si ça va pas, bah c'est tout. Je me laisse aussi mener de voir ce qui se passe. Donc c'est tout. Vers 4h30, je réveille mon mari quand même et je lui dis là, bon, faut quand même y aller parce que j'ai beau faire la douche, le spasson, tout ce que tu veux. Bon, ça passe pas, ça s'amplifie un peu, c'est raisonnable, mais on est quand même à une demi-heure de route de la mater. Ah. Donc voilà, on va pas... Faut anticiper, mais pas prendre de risques. Voilà, donc du coup, on part à la mater. Le trajet, ça va. Des contractions régulières, mais ça va. Franchement, ça va. On m'ausculte, elle me dit oui, bah là, ça y est, c'est parti. Vous êtes à 2 ou 3 doigts, enfin, 2, je sais plus. Mais de toute façon, vous êtes à J plus, du coup, 3, parce qu'on était à 4h du matin du lundi, donc J plus 3. Donc elle dit de toute façon, on vous renvoie pas, quoi qu'il arrive. Si ça se met pas en route là, on vous déclenche. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu besoin. Elle m'a laissé, et ça s'est ouvert tout doucement. Ils m'ont mis dans une salle. Alors, il faut savoir que ce jour-là, il était canicule. Il y avait la canicule. Il faisait 35 degrés. Oh, Alors que c'était en plein mois de juin, donc c'est pas forcément quelque chose que j'anticipais. Comme quoi, ça arrive ici. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, bon, après, sur le coup, c'est pas gênant parce que dans la matière, je m'en rendais pas forcément compte. Mais donc, c'est tout. Je mets en place tout ce que je pouvais faire pour accompagner mon travail. Je gérais pas trop mal, franchement, ça se passait plutôt bien. Il y a personne qui venait trop me voir. Donc, voilà. T'étais dans ta bulle. C'est ça, donc ça se passait bien. On arrive vers, il était quoi, 14h, 15h, quelque chose comme ça. Elle vient me voir et... je sais pas, alors soit elle a senti quelque chose, mais elle m'a dit vous êtes sûre, vous voulez pas la péridurale? Et je me souviens que ma sage-femme, pendant la grossesse, m'avait dit si une sage-femme vous propose la péri, alors que vous êtes en projet d'accouchement sans péri, c'est noté dans votre dossier, écoutez-la, c'est qu'il y a quelque chose. Elles ont de l'expérience. Si elles le proposent, c'est qu'il y a une raison, parce que normalement, quand c'est noté dans votre dossier que vous êtes un accouchement sans péri, ils ne vous le proposent pas. Au contraire, justement, ils vont pas aller venir vous tenter quand vous êtes en train de souffrir. Donc, je me suis souvenue de ça et je me suis dit, bon, je suis assez fière de moi. Mine de rien, j'ai des contractions depuis hier 22h, il est 15h. Ouais, je gère. Je gère bien, mais bon, voilà. Donc, on refait un dernier contrôle. J'étais ouverte à 7 doigts. Ah oui, effectivement. Ouais. Et je lui dis, bon, allez, ok, on met la péri. Je suis fière de moi, j'ai été jusque-là. C'est ok pour moi, je vais pas mal le vivre. J'avais pas envie d'être obstinée dans l'idée non plus, donc j'étais contente. Voilà. On pose la péri, très bien, franchement, nickel. Oh, c'est merveilleux, quand même. Délivrance. Voilà, et donc je peux me reposer un petit peu aussi parce que j'avais pas dormi depuis du coup samedi soir. Super important ça, de dormir pendant la Voilà, péri. voilà, donc j'ai pu me reposer un petit peu et tout ça, et on arrive vers 22h et ouverte complet. Mais j'avais une péri très peu dosée parce que j'avais pas une grosse tension, et puis moi je voulais pas non plus quelque chose de trop dosé. Je restais dans cette optique de quand même vivre les choses, donc je pouvais bouger, donc j'ai continué à bouger le bassin, etc., pour faire descendre le bébé. Et 22h, elle me dit bon, ça y est, je vous laisse 1 heure pour vraiment qu'il descende bien, et on s'installe un peu avant 23h. Ok.
Là, on commence à s'installer, mais vraiment nickel, ambiance tamisée. Elle me laisse me mettre dans la position que je veux. Il n'y avait que mon mari, moi, la sage-femme, et il y avait une stagiaire qui était très, 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 très gentille. Vraiment, tout petit comité, tout se passe merveilleux, quoi. Vraiment, l'accouchement de mes rêves. Je sentais les choses, mais sans non plus souffrir. Enfin, c'était parfait. Donc, c'est tout. Je commence à pousser. La sage-femme n'intervient pas, tout ça. Enfin, elle me laisse faire. Je sens qu'il y a ça va pas. Ah. Je sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas. J'ai l'impression de bien pousser, mais que quelque chose ne va pas. Et la sage-femme, au bout quand même de 45 minutes, 1 heure, me dit ça commence à faire long. Vous poussez super bien. On voit la tête, mais il y a quelque chose qui bloque. 45 minutes, c'est énorme. Ouais. Là, elle me dit après qu'en fait, elle pensait qu'il y avait le cordon. Et moi aussi, je sens bien. Je regarde mon mari, de toute façon, je pousse et je lui fais ça. Je fais ça avec ma tête, je fais non avec ma tête. Et là, il me regarde, il me fait pourquoi tu fais non? Et je lui dis parce qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, le cœur du bébé, tout ça, tout allait bien. Hein, mais je veux dire, dans mon ressenti, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, elle me dit écoutez, là, il va falloir un petit coup de pouce. Donc, tout de suite, je la regarde, je dis c'est quoi un coup de pouce? Et elle me dit ventouse. Je dis ok, ventouse. Là, pas le même délire. Non. On m'installe sur le dos, les jambes en l'air, on allume la grande lumière, la gynéco qui arrive, l'interne, parce que c'était une interne ce jour-là, la puère, tout le bazar. Enfin, c'est plus du tout la même ambiance. Je ressens quand même une certaine inquiétude. Une tension un peu qui se crée autour de toi. Ouais. Mais bon, ça m'inquiète pas non plus que ça. Je me dis, de toute façon, on peut pas faire grand-chose de plus. Donc c'est tout, je commence à pousser, elle installe la ventouse qui... là, pour le coup, je sentais quand même beaucoup. Donc du coup, c'était pas hyper agréable. Ils installent la ventouse se retire tout le temps. Elle se déventouse. Je sais pas comment on dit, mais elle s'enlève en fait. Et à chaque fois, elle doit la remettre. Et là, elle repart. Et elle la remet, elle repart. Elle demande à augmenter la pression. On est au maximum. On peut pas augmenter plus la pression. Et là, on se rend compte que vraiment, bébé est bloqué. Bloqué. Et là, elle me dit de pousser. Enfin, franchement, j'ai poussé en tout pendant 2h30. Non, c'est pas possible. Si. Parce que au début de mon installation pour accoucher, j'avais même fait une petite blague à la sage-femme. Je dis, bon alors, il va naître le 12 ou le 13 Ce qui était un peu avant 23h. Elle me dit, non, là, on s'installe, il va naître avant minuit. Pas du tout. Il est né bien après minuit. Il est né à 1h45 du matin. Donc ça faisait déjà du coup beaucoup plus que 1h40. Enfin, ça faisait beaucoup plus de 2 heures. Ils t'ont laissé pousser parce que son cœur battait bien, que son cœur c'était OK? Ouais, ça allait. Alors sur la fin, apparemment, ça n'allait plus. Hein, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Hein. Tu devais être épuisée déjà. Je tournais de l'œil. En fait, je tournais de l'œil. J'avais plus de force. Plus du tout. Ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi. J'avais pas mangé. Enfin bref, j'étais vraiment au bout de mes forces. Et je souffrais terriblement. J'avais l'impression d'être au Moyen-Âge et d'être dans une salle de torture où on m'écartelait. Vraiment, j'avais cette sensation-là d'être écartelée. Et je la vois pendue entre mes jambes, à tirer sur ma tête de mon bébé, mais comme une folle. Je vois que tout le monde est désemparé, mais en fait, je comprends en fait que le bébé est trop engagé. Et donc, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils sortent par voie basse. Ils ne peuvent plus repartir en césarienne. La gynéco me fait comprendre à la fin de l'accouchement. D'ailleurs, elle a un peu engueulé la sage-femme en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, en fait, ce bébé n'aurait pas dû naître comme ça. » Et je comprends qu'il aurait dû naître par césarienne ou en déclenché, parce qu'en fait, il était beaucoup trop gros pour mon bassin. Sa tête était beaucoup trop grosse. Et c'est ça qui fonctionnait pas. Il n'y avait pas du tout le cordon, en fait. Hein. C'était juste la tête qui ne passait pas. Mon fils avait un périmètre crânien de 39 cm. Alors moi, quand ils m'ont dit ça, je venais d'accoucher, j'avoue que j'ai pas trop réalisé. Elle me dit, mais madame, votre fils, il a une tête de 39 cm de diamètre. Je la regarde, je dis, oui, et donc oui, ça veut dire quoi? Elle me dit, mais madame, en 17 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, la norme, c'est quand même 34, 35... D'accord. Elle dit, oui, je comprends hein, que
ça passait pas, quoi. Et ça, donc la gynéco, elle pense que ça aurait pu se voir un petit peu, enfin, avant que tu commences à pousser, à te mettre en En travail. tout cas, la gynéco, alors elle me l'a pas dit, elle nous l'a un peu fait comprendre que il y a eu une erreur à ce moment-là, que en tout cas, c'est pas de la faute de la sage-femme qui était dans la salle parce qu'elle n'a pas fait d'écho, donc elle pouvait pas savoir. Ah. Mais qu'en anticipé, j'ai fait une écho le jour de mon terme, donc 4 jours avant. Ils auraient peut-être pu à ce moment-là anticiper la taille de la tête qui était pas normale, on va dire, dans les tailles pour le passage. Moi, je suis pas très grosse, j'ai un bassin pas très large, donc alors même si ça veut pas forcément, ça a pas forcément de lien avec le poids, tout ça, hein, mais voilà. Enfin, et moi, en plus, j'ai une maman qui a dû accoucher par césarienne pour moi et mon frère parce que son bassin était trop petit. En plus. Donc, et ça, je l'avais dit. Mais, dans tes antécédents, oui, tu l'avais mais dit. vu que mon bébé était censé être d'un poids Ouais. standard, 3 kg, 3 kg, tout ça, qui se sont pas du tout posé de questions. J'ai pas fait de diabète, tout ça, donc en fait, ils se sont pas posé de questions. Et en fait, du coup, au bout de 2h30, voire plus, moi, je tournais de l'œil complet. Je me souviens juste de mon mari qui m'a dit... j'entends mon mari dire à la gynéco, non, mais là, il faut faire quelque chose parce qu'elle est plus là. Et il me voyait partir, il me voyait complètement... j'avais plus de force, en fait. Et apparemment, en fait, moi, je me suis totalement dissociée de mon corps pendant cet accouchement. Moi, j'étais à la porte et je voyais la scène d'extérieur parce que je pense que tellement c'était une souffrance intense que du coup, je me suis complètement coupée. D'ailleurs, il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. C'est vrai. Je n'ai absolument pas crié, je n'ai Dans absolument cette douleur, émis aucun son. Moi, je disais à mon mari, je l'ai dit après, je dis mais je comprends pas, pourtant je criais, il y a personne qui a réagi, quoi. Et là, il m'a regardé, il m'a dit mais il n'y a pas un son qui est sorti de ta bouche. Il n'y a pas un son qui est sorti de ta bouche. Tu n'as absolument pas dit un mot. Il dit je savais parce que je te connais, je savais que tu poussais parce que je connais ton visage. Oui. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, ça ne se voyait même pas que tu poussais. Je sais, franchement, je sais même pas. Fou, hein. Et de toute façon, j'ai très peu de souvenirs de mon accouchement. Et donc, le bébé finit par sortir, avec épisio, bien sûr. Et quand je vois ce bébé, je me dis, mon Dieu, mais il est énorme. Alors, il n'était pas forcément énorme, gros, mais il était très grand. Ouais. Il faisait 55 cm. Oh, il était immense. C'était énorme. Enfin, ça me semblait énorme. Il faisait 4 kg 100. Ah, donc pas du tout le bébé 3,5 kg Non, qu'il a pas prévu. trop, quand même. Mais c'était surtout sa taille de tête, en fait, qui avait vraiment bloqué. Et donc, ils me le mettent sur moi, mais moi, je suis complètement à l'ouest. Je fais la tétée de bienvenue, mais j'ai plus du tout la notion du temps. Enfin, c'est vraiment... je suis à l'ouest, quoi, total. Ouais. On nous remonte en chambre. Mon bébé s'étouffe parce qu'il a bu beaucoup la tasse, forcément. Il est resté longtemps dans le bassin. On doit l'aspirer 2 fois. Enfin, on est resté... je dirais 8 jours à la mater après mon accouchement. Parce qu'en fait, moi, je savais plus marcher. Oui. Pas par l'épisio, mais par le bassin. En fait, moi, mes jambes ne répondaient plus. Quand je marchais, j'avais l'impression d'être un pantin. Désarticulé complètement. Je ne savais plus du tout marcher. Je voulais absolument allaiter. Le problème, c'est que j'avais apparemment été tellement choquée de mon accouchement que ma montée de lait ne se faisait pas. Du coup, mon bébé mourait de faim. Il se déshydratait, il faisait de la température. Enfin, c'était vraiment... c'était compliqué. Un début compliqué. Ouais, franchement, un début très compliqué. Donc, après, une fois qu'on est sorti, ça allait mieux. L'allaitement avait pu se mettre en place, etc. Et en fait, arrivé à la maison, là, c'est enchaîné 6 mois très compliqués parce que gros reflux. Il vomissait, il hurlait, impossible de le poser la journée. Alors il dormait la nuit, mais pas la journée. Enfin, j'ai introduit après du lait en poudre parce que moi je tenais plus le coup, j'étais épuisée et en fait c'était un gros mangeur et j'arrivais pas à suivre son rythme niveau allaitement. J'avais pas assez de lait par rapport à... Alors après j'étais pas non plus bien accompagnée, donc je pense que ça a joué. Mais du coup, j'ai introduit du lait en poudre et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il avait une allergie aux protéines de lait de vache. Oh là là. Donc, on a changé le lait. Mais tout ça, ça a pris... c'est long parce que le temps que les pédiatres mettent une allergie sur des mots, ça peut être long parce qu'il faut être entendu déjà. C'est même pas le pédiatre parce que le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui... Alors, je pense que tous les pédiatres ne sont pas comme ça, je pense. Mais le problème, c'est qu'on les écoute peu.
c'est madame, c'est normal, un bébé ça régurgite. Mais madame, c'est normal, un bébé ça pleure. Madame, c'est normal, un bébé ça a besoin de vos bras, il veut pas être posé la journée. Et moi, je leur dis, mais non, mais attendez, c'est pas normal. Enfin, moi, j'ai mes copines qui ont des enfants, j'ai jamais vu ça en fait. Je mettais des sopalins partout chez moi sur les régurgitations, parce que j'en avais marre de ramasser. Je dis, je ne peux même pas m'asseoir avec lui sur moi, il fallait que je marche continuellement pour le bercer. Je dis, il se tord de douleur jusqu'à des minuit, 1h du matin, parce qu'il a mal au ventre. Non, c'est pas normal. Faut arrêter de me dire que c'est normal. Sauf qu'en fait, personne ne voulait écouter ça. Donc j'ai fini par faire tout de ma popote moi-même, je C'est vrai. dirais. J'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai trouvé des petits tips un peu naturaux. Et j'ai commencé du lait de riz. Et c'est là qu'on a vu la différence. Et ensuite, je suis arrivée chez une pédiatre gastro, où là, je lui ai dit, bon, il a un reflux. J'ai déjà fait ça, 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 ça. Là, on est sous lait de riz, ça va beaucoup mieux. Donc, il a un problème de protéines de lait de vache. Elle a été, pour le coup, c'est la seule d'ailleurs qui m'a dit ok, c'est vrai, vous avez raison, effectivement. Donc là, elle m'a prescrit un lait et depuis, c'était plus du tout le même bébé. Hein. C'est fou quand même. Et 6 mois, quoi. T'as mis Ouais. 6 mois à mettre un. Il faisait beaucoup d'eczéma aussi. Il avait très. Ça, c'est lié aussi? Ouais. Alors, tous les bébés allergiques n'ont pas forcément tous les symptômes. Mhm. Il y a des bébés allergiques qui n'ont pas forcément d'eczéma. D'accord. Mais moi, oui, il en a beaucoup sur les joues. D'ailleurs, il en a encore aujourd'hui dès qu'il est malade, dès qu'il fait une dent, ou dès qu'il mange un peu trop de protéines de lait de vache, parce qu'on a réintroduit, là, ça va, mais dès qu'il en mange un peu trop, bah, ça ressort au niveau de ses joues. Donc voilà, il y a plein de symptômes hein, qui peuvent... Mais ça a été un combat assez... qui a duré 6 mois. 6 mois, c'est long dans une nouvelle vie aussi à 3. Oui, et puis du coup, un postpartum... Et ouais, c'est ça, c'est compliqué. Dans la vie de couple, manque de sommeil, et puis la fatigue qui s'accumule, les pleurs. C'est ça. Si tu pouvais pas le poser... Ouais, les journées étaient longues. Hein. J'avais très mal au dos. Puis moi, j'avais toujours très mal au bassin. Et bah oui, en plus, t'as fait quoi? Très mal au toi, bassin. J'ai fait... Alors, il y avait une ostéo qui est passée dans le service le jour de mon accouchement. Mais alors, malheureusement, c'était que pour mon bébé. Bon, c'était déjà très bien. Hein. Elle passait quand même pour le bébé quand il y a eu des accouchements compliqués, mais pas pour les mamans. C'est dommage. Moi, du coup, j'avais fait une séance d'ostéo ou 2 et j'ai fait 3 resserrages de bassin à Rebozo. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette pratique tellement incroyable que je m'y suis formée après parce que j'ai dit, mais ça, faudrait que toutes les femmes le fassent après l'accouchement, même si elles n'ont pas forcément de douleur d'ailleurs, hein, mais ça fait tellement de bien. Mais moi qui avais beaucoup de douleur, pour le coup, ça m'a permis vraiment de me soulager. Et puis du coup, après, j'ai continué mon travail en rééducation périnée, rééducation abdos, que je continue encore pour dire de vraiment... Ah ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comment il s'appelle ce petit Gabriel. Gabriel, il a quel âge aujourd'hui? Et il a 19 mois. Ah ouais. Ça grandit, ça y est. Ah oui, ça passe vite. Hein. C'est ça, ouais, très. Et comment il se porte alors? Tu as dit que ça a réintroduit les protéines de... Vers ses 1 an, on a réintroduit. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, là, on a d'autres petits examens à faire pour dire de vérifier tout ça, mais ça va. Après, je suis toujours assez vigilante, j'en donne pas trop. Je suis assez pour maintenir... parce que je pense qu'il garde cette intolérance quand même. Il a plus d'allergie au point où c'est pas vivable pour lui, mais bon, il est vite sensible quand même. D'accord. Donc, mais ça va. Et toi, au niveau pro, alors du coup, il y a eu beaucoup de changements depuis qu'il est arrivé. Bah, du coup, moi, après mon accouchement, j'étais censée reprendre le boulot à l'hôpital. J'ai accouché en juin, donc vers septembre-octobre. Et en fait, on en a discuté avec mon mari et je me voyais pas du tout retourner à l'hôpital. Je me voyais pas du tout repartir sur des postes les week-ends, déposer mon bébé à 6h chez la nounou. Enfin, j'avais vraiment du mal à me projeter là-dedans. Et puis mon mari me dit, bah écoute, là, tu as fini toutes tes formations de réflexo, de massage, de Kobido, de Rebozo, tout ça. Est-ce que ça serait pas l'occasion quand même de te lancer, quoi? Parce qu'il me dit, si après tu reprends un rythme de vie avec le bébé où tu retournes dans ta routine quotidienne au boulot, ça va peut-être être plus difficile après de stopper ça. Parce que tu prends une habitude financière, une habitude, ce qui est normal. Et du coup, on s'est dit, et mener une entreprise, un bébé et le boulot à côté, c'est pas possible. Il y a un moment, je vais pas tenir. Donc, on s'est dit, allez, on tente. Je quitte mon emploi à l'hôpital
Et je tente de lancer mon entreprise à mi-temps pour l'instant, au début, pour prendre quand même du temps avec Gabriel, parce que ça restait un de mes désirs d'avoir quand même du temps avec lui. Et puis à côté d'ouvrir ma micro-entreprise. C'est super ça. Et alors, t'es contente, ça marche bien, c'est un nouveau train de vie aussi, c'est pas facile de se lancer, de tout quitter, de se relancer dans quelque chose de nouveau. Non, c'est pas facile, c'est très stressant. Ouais. Parce que avant, on se questionne pas, hein, le salaire il arrive à la fin du mois, et puis voilà, là, et puis il faut savoir se vendre. Ça, on l'apprend pas. Moi, en tant qu'infirmière, j'ai jamais eu à me vendre. T'as jamais eu besoin. C'est ça. Donc là, il faut apprendre à se vendre, à se faire connaître, à ce que les gens sachent qu'on est là et qu'est-ce qu'on fait. Et ce que tu peux leur apporter aussi, parce que du coup, toi, c'est vraiment autour du bien-être. Surtout donc chez la femme enceinte et après aussi en postpartum, tu travailles beaucoup. En fait, souvent je dis j'accompagne toutes les femmes. Ok. Que ça soit, pendant la maternité forcément avec la grossesse et le postpartum, mais même des femmes plus jeunes, plus mûres, qui n'ont pas d'enfants, voilà, il n'y a pas forcément parce que je fais des soins qui peuvent correspondre à chacune. J'ai même de temps en temps des hommes qui viennent pour de la réflexo principalement. Mais voilà, c'est vraiment toutes les femmes pour le coup, et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Et je m'y retrouve complètement, et j'adore le lien que j'ai avec mes clientes, parce que moi j'aime bien pouvoir... Je suis là à un petit moment de leur histoire, je dirais. Et j'aime bien, on se donne des nouvelles. Je vois aussi leurs enfants grandir, je vois leur grossesse, je vois leur bébé. Du coup, j'adore ce côté-là d'accompagnement un peu global, quoi. De pas... Voilà, mais et du coup, et puis ça reste dans le bien-être. J'essaye de donner le plus de conseils que je peux, de réorienter quand il y a besoin. Je me suis formée sur le reflux aussi, du coup, parce que du coup, c'était quand même un sujet qui me touchait personnellement. Donc je me suis dit, mais le problème, c'est que les médecins sont peu formés finalement et sur le reflux. Sur les choses qu'on peut mettre en place. Moi, j'ai déjà vu tellement de choses qui me semblent un peu aberrantes. Ils mettent des Inexium et autres en place sans changer de lait. Ouais. Moi, je comprends pas, en fait. Il y a un moment, d'abord, on vient chercher voir ce qui pose problème en fonction de ce qui... Parfois, l'Inexium est nécessaire, bien entendu, mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a plein d'autres choses. Donc voilà, du coup, je continue toujours à me former. Là, je me forme en allaitement, par exemple. Super intéressant, ça aussi. Ouais. Mais j'adore apprendre. Et puis, si ça peut continuer à me permettre d'accompagner toujours au mieux et le plus justement les femmes que je vois, c'est tout gagnant pour moi. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez gardé une boîte de vitamines dans le tiroir? Oui. On a gardé, oui, on a gardé. Et alors, je le conseille du coup à mes clientes, parce que j'ai des clientes qui viennent me voir en désir de grossesse, ou chez qui c'est un peu long, ou qui sont en PMA. Et souvent, je leur parle de ce traitement-là de vitamines, parce que je leur explique un petit peu mon histoire. Et c'est d'ailleurs elles qui m'ont dit, mais il faudrait trop que vous fassiez un podcast pour expliquer votre histoire, parce que c'est quand même... c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je contacte ici. Mais oui, on a gardé, et oui, on aimerait avoir un deuxième enfant. Après, on est plus réaliste aujourd'hui, et on sait que peut-être ça sera long ou pas. On ne sait pas, en fait. On sait pas. Je crois que là, dans ton cas... C'est ça. On peut vraiment, ça peut être tout au tout. On n'a pas de... On ne sait pas. Donc, on se laisse la possibilité que ça revienne à nouveau naturellement. Et si ça n'est pas le cas, on retoquera peut-être à la porte de la PMA. On verra ça. Je vous souhaite en tout cas de réaliser tous vos projets, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Tu as un message à faire passer peut-être ici à celles et ceux qui vont écouter ton témoignage? C'est dur. Tu as passé plein de messages déjà. C'est ça, ne pas perdre espoir, et trouver, je dirais, vos personnes ou vos lieux ressources. Voilà, ça peut être vos amis, votre famille, mais ça peut aussi être quelqu'un extérieur. Et
Moi, je me rends compte maintenant dans mon travail, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui viennent me lâcher quelque chose et qui viennent me parler et qui continuent à m'envoyer des messages derrière et tout ça. Et je suis contente d'être peut-être ce lieu ressource pour elles à ce moment-là. Euh, donc, trouvez peut-être votre lieu ressource et vos personnes ressources et prenez soin de vous. Malgré tout, et même si vous êtes dans un parcours difficile de PMA ou autre, faut toujours penser à prendre soin de soi parce que ça, psychologiquement, c'est important. C'est une priorité. C'est ça. Merci beaucoup, Justine, pour tous tes mots et ton témoignage que tu as déposé ici. Merci. Je vais suivre tout ça de près, du coup, parce que ton Insta est super intéressant. Pour le coup. Merci. Sur du bien-être, c'est J'essaye. super intéressant. Donc, merci pour tout et je te dis à très vite. À très vite.